Thierry Chamouton, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est le label de responsabilité sociale dans le domaine des call centers. Vous êtes le président de l'association de ce label de responsabilité sociale et en même temps directeur de la relation client de Canal+. Alors, tout d'abord, peut-être pour vous présenter à nos auditeurs, dites-nous comment vous êtes devenus l'un et l'autre, dans l'ordre. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille dans le métier de la relation client. J'ai été directeur de site, donc j'ai pris le téléphone. Je pense que c'est un beau métier de rendre service aux gens par téléphone. Ensuite, j'ai été manager du site à Reims. Ensuite, j'ai eu 10 sites. Ensuite, j'ai eu 12 sites. Donc j'ai beaucoup évolué dans l'univers social parce que je fais partie des gens qui pensent que la relation client, c'est déjà une histoire humaine avant d'être une technologie. Donc pour moi, mettre l'humain au cœur des préoccupations, de l'organisation, de la relation client, est quelque chose d'extrêmement important. Donc j'ai travaillé successivement chez Atos Origine, ensuite chez SNT, qui était un outsourceur néerlandais, et puis chez Vitalicom. Et puis il y a 3 ans et demi maintenant, j'ai pris la direction des relations clients du groupe Canal+. Donc je ne me permettrai pas de présenter Canal+, puisqu'on a un taux de notoriété spontané et assisté de 100%. Simplement, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est 10 millions de clients, 5 millions de clients sur Canal+, 3 millions de clients, 3 millions et demi de clients sur Canal Satellite, 1 million et demi de clients sur TPS, puisque nous avons maintenant aussi la gestion de nos clients de TPS qui rejoignent progressivement les bases de Canal+. C'est 750 collaborateurs en interne, puisque nous avons des centres de relations clients en interne. Et c'est une direction qui gère de la prise de commande jusqu'à la rétention de nos clients, donc le parcours client de A jusqu'à Z. Alors mes collaborateurs sont tous recrutés sur 4 valeurs, qui sont les papiers d'identité ou leur code génétique. C'est la passion, parce que rien de grand ne se fait sans passion, et c'est un métier passionnant, c'est un métier, je leur dis toujours, il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion. L'innovation, parce que c'est un métier dans lequel la phrase qui tue, c'est continuer à faire comme on a toujours fait. La relation client se déplace, aujourd'hui on parle sur le web, voilà. Moi-même j'organise des chats avec mes clients pour gérer une relation d'intimité, de proximité, d'authenticité, de vérité, parce que là il faut répondre assez rapidement. Et puis c'est aussi des critères de performance, parce qu'aujourd'hui on est avec un monde d'indicateurs dans lequel il faut donner des résultats. Et enfin c'est un critère de solidarité, parce qu'aujourd'hui, ma phrase c'est on réussit en équipe mais on échoue tout seul. Voilà, en gros. Donc on m'a proposé, il n'y a pas longtemps, de prendre la présidence du label de responsabilité sociale. C'est vraiment un sujet avec lequel je suis ravi d'échanger, de partager avec vous, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui de vérifier que dans notre métier, on fait des prestations de qualité dans un environnement qui est socialement maîtrisé. Alors, la première question qui me vient, c'est ce label. Pourquoi est-ce qu'il y a un label de responsabilité sociale dans les centres d'appel, un métier neuf, un métier capitalistique, innovant, technologique, donc qu'on pourrait imaginer rentable, efficace. Et pourquoi est-ce qu'il y a-t-il eu besoin d'imaginer un label social à l'initiative des professionnels eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de sentiment de culpabilité à purger? Alors, la question est tout à fait juste. D'abord, première observation, nous sommes le seul secteur d'entreprise en France, effectivement, qui dispose d'un label social. Bon, pourquoi? D'abord, malheureusement, on jouit d'une image de marque négative dans l'opinion publique. Certains pensent, et certains partenaires sociaux d'ailleurs, que c'est le prolétariat du XXIe siècle, qu'on est dans le monde de la cadence, qu'on a recréé un taylorisme qui avait disparu dans le XIXe siècle. Il est apparu évident à un certain nombre d'acteurs de valoriser ce métier, ce beau métier. Alors comment on valorise un métier? Eh bien, on valorise un métier en créant les conditions de l'envie d'y entrer. Pour donner envie à des gens d'y entrer, il faut leur dire, voilà, il y a des entreprises qui, dans le secteur d'activité, dans votre marché, dans votre métier, sont socialement responsables, et d'autres qui le sont moins. Aux entreprises qui sont socialement responsables, eh bien, on va donner un label qui sera quelque part une prime d'entrée, une prime de connaissance, une prime de reconnaissance de la façon dont ils exercent cette profession, avec un environnement de conditions de travail, de taux de rémunération, de groupement de gestion des compétences, d'évolution de vos propres emplois, et puis aussi de fidélisation à rester dans l'entreprise.
Alors, moi j'ai une phrase très simple qui dit aujourd'hui, tout le monde veut fidéliser ses clients. Mais avant de fidéliser ses clients, commençons par fidéliser nos collaborateurs. Alors, je vais citer les propres exemples de Canal+. Nous sommes, centre de relations clients, j'ai des centres internes avec des taux de turnover inférieurs à 5%, avec des taux d'absentisme inférieurs à 6%. Ça n'est pas parce que je m'appelle Canal+, c'est parce que nous avons créé les conditions d'un travail vertueux avec des gens qui sont intéressés à le faire, avec des conditions de travail attractives, avec des politiques de fidélisation qui le sont aussi. Donc les sites de Canal+ sont labellisés socialement, et Canal+, et on aura l'occasion d'échanger là-dessus, est le seul aujourd'hui, malheureusement, donneur d'ordre à avoir reçu le label social en tant que donneur d'ordre. Alors ça, c'est vrai que ça appelle beaucoup déjà de commentaires et de questions. Il semblerait bien que ça ne soit pas fortuit, que si la labellisation a été une démarche initiée d'abord par des outsourceurs, qui sont probablement les plus critiqués par la presse, et peut-être à juste titre. La vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas sur ce marché un problème de valorisation de la prestation elle-même avant la valorisation du travail dans ces entités? Est-ce qu'on reconnaît la valeur d'une bonne relation client à son juste prix? Et est-ce que les directions des achats des grandes entreprises qui façonnent ce marché n'ont pas adopté pour acheter ce type de prestations des démarches qui ne produisent pas les bons effets? Alors la question est pertinente et la réponse pertinente à cette question, c'est le label de responsabilité sociale donneur d'ordre. Moi je suis en tant que grand donneur d'ordre, je ne suis pas le seul aujourd'hui en France, persuadé qu'on doit créer une relation gagnant-gagnant. Et qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre ont une responsabilité dans le fait qu'un certain nombre de prestataires vont rechercher sur des marchés dits offshoreisés, de l'autre côté de la Méditerranée, les conditions pour recréer leur marge. Ça provient de plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est quelle est la place de la direction des relations clients dans une grande entreprise. Moi, j'ai une direction des achats. Ma direction des achats m'aide à acheter le meilleur prix de la meilleure prestation, partant du principe que je n'achète pas le moins-disant, mais que ça n'est pas non plus parce que je m'appelle Canal+, que je dois payer plus cher que les autres. Donc ma responsabilité de donneur d'ordre, c'est en acceptant d'avoir ce label social, de créer une charte d'éthique disant à l'ensemble de mes partenaires ou de mes prestataires, vous travaillez Canal+, dans le cadre d'une charte qui impose que vous ayez des conditions sociales acceptables vis-à-vis des gens qui tous les jours, je vais déléguer le nom Canal+, bonjour, Canal+ vous remercie. Donc je pense que vous avez raison, aujourd'hui les relations organisées même par un certain nombre de donneurs d'ordre qui pratiquaient des enchères dites inversées ont introduit dans ce marché un dysfonctionnement économique, un dysfonctionnement social, un dysfonctionnement d'éthique qui fait que nous avons pris conscience qu'aujourd'hui si nous voulions retrouver un travail de qualité, il fallait le rémunérer au juste prix. La rémunération au juste prix consiste à créer de la valeur client à chacun des échanges, ce qui n'exclut pas qu'un certain nombre de prestations répétitives, quantitatives, industrielles puissent être traitées ailleurs qu'en France, mais dans les appels à forte valeur ajoutée, nécessitant de la professionnalisation, nécessitant de la pérennisation de l'emploi, nécessitant des heures de formation, eh bien, il faut avoir la conscience, en tant que donneur d'ordre, de payer ces prestations à un prix qui corresponde à la rémunération des salariés, à la marge de l'entreprise et à sa capacité à se renouveler. Alors, vous allez me dire, Canal+, seul donneur d'ordre aujourd'hui. Oui, mais je travaille aujourd'hui avec des grands donneurs d'ordre qui sont extrêmement connus dans les domaines publics et j'aurai bientôt l'occasion de vous annoncer qu'un certain nombre de grands groupes ont demandé l'autorisation d'être labellisés. Donc ils vont subir l'audit. Je ne préjuge pas du fait qu'ils l'auront ou qu'ils ne l'auront pas. En tous les cas, ils sont rentrés dans cette démarche de se dire il va falloir organiser les conditions économiques, sociales et professionnelles de la valorisation de notre métier à travers effectivement ces nouvelles marges permettant à chacun de gagner sa vie, de faire aussi son métier qui consiste à apporter de la valeur à nos clients. Donc la question, quand on dit labelliser les donneurs d'ordre, ce n'est plus tellement labelliser leur propre plateau,
mais labelliser Leur leur démarche d'achat. Exactement, vous avez raison. Donc Parce vous que avez- moi, j'ai pas de doute sur le fait que leurs plateaux sont confortables, agréables, bien dotés, éclairés à suffisance. J'ai beaucoup plus de doute sur le fait que leur direction des achats Ouais. va cesser d'acheter un prix inférieur à la valeur de ce qu'ils attendent. Vous avez raison des deux côtés. Vous avez raison de ne pas avoir de doute sur les conditions de travail de Canal. Je vous invite à visiter nos sites et puis ça parle de même. Sur la politique d'achat, vous avez raison. Ça pose trois grandes questions importantes. La première, c'est quelle est la politique des achats dans l'entreprise? Après, chacun y répond. Moi, je dis ici, devant tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, je suis le patron de ma direction et je décide librement des partenaires ou des prestataires à qui je travaille. Alors la question suivante, je pense que c'est une question qui, en dehors d'être d'ordre capitaliste, est aussi une question peut-être analytique. C'est de se dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de définir la vraie valeur marchande d'une prestation de relation client? Est-ce que simplement le prix n'a pas baissé parce qu'on n'était pas complètement capable de définir précisément où se situait la création de valeur quand on répond correctement à la question d'un client ou d'un consommateur? Alors, et voilà, c'est ça. Oui, alors vous avez, moi je pense que vous avez raison, mais il y a plusieurs réponses. D'abord, la première chose, un prix baisse, parce que dans le jeu de l'offre et de la demande, il y a quand même les conditions économiques de la concurrence qui font qu'il y a aussi du côté des outsourceurs des gens qui, pour des raisons que je ne juge pas, mais que je constate, ont accepté de prendre ces prestations à ce prix-là. Pour pas mourir peut-être. Peut-être pour pas mourir, mais en tous les cas, pour pas mourir eux, mais ils font mourir le marché en créant les conditions de son propre enterrement. Donc voilà. Et ça n'a fait qu'inciter les acheteurs des grands groupes à se dire, bah, écoutez, on peut encore descendre en bas, puisque même à ces niveaux de prix, on a encore des réponses de la part d'outsourceurs. Donc voilà, donc, je crois qu'à un moment, il y a une prise de conscience collective dans laquelle il y a des niveaux de prix à laquelle il ne faut pas descendre. Je crois aujourd'hui, connaissant très bien le président Laurent Huberty, qui est le président du SP2C, qu'il y a une prise de conscience collective du fait que les positions de mercenaires et les positions je dirais, de gens qui vont tout seuls dans le marché pour tirer le marché vers le bas sont des positions suicidaires aujourd'hui. Et il y a un prix économique décent en dessous duquel il ne faut pas descendre. La deuxième réponse, vous avez raison, c'est quoi le juste prix de l'appel d'un client? Moi je dis le juste prix de l'appel d'un client, c'est le fait qu'il reste fidèle à sa marque. Donc c'est très simple, c'est est-il ou pas satisfait de l'appel qu'il a eu. Donc là on a des tas de baromètres qualité qui nous permettent de savoir si un client est satisfait ou pas. La troisième réponse, c'est qu'on arrête de raisonner en moyenne. En moyenne en France, c'est le terme magique, mais c'est quoi la moyenne en statistique? C'est pas quelqu'un qui a la tête dans le feu, les pieds dans un frigidaire et qui dit en moyenne je me sens bien. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de raisonner en termes de DMC moyen, de DMT moyenne. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est à chaque typologie d'appel adapter un temps de conversation qui corresponde à la création de leur client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, sur nos propres centres de relations clients chez Canal+, les appels dits de fidélisation ou de rétention, les appels consistant à transformer une réclamation client en satisfaction client, ces appels, j'autorise mon conseiller clientèle à avoir des marges de manœuvre pour pouvoir répondre le plus et le mieux possible aux clients. Est-ce que j'ai une démarche mercantiliste? Est-ce que j'ai une démarche... Non, pas du tout. J'ai simplement une démarche de bon sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, fidéliser un client, ça coûte 5 fois plus cher que de le conquérir. Donc laissons nos collaborateurs, auprès de qui on fait confiance, répondre du mieux possible à nos clients, et in fine, économiquement parlant, on y sera gagnant, puisque le client sera fidèle. Non seulement il sera fidèle, mais on fera une autre opération, transformer ses clients en prescripteurs ou militants de votre marque, c'est quelque part aussi économiser des dépenses de marketing en amont du processus de notoriété de votre marque. Donc je pense qu'il y a une réponse globale par rapport à votre question, c'est chaque typologie d'appel doit donner des délais moyens de conversation adaptés à ça, mais arrêtons de raisonner en moyenne, à savoir un discours moyen, c'est 390 secondes pour convaincre un client. Non, chaque client est différent, chaque discours doit être adapté, chaque appel doit répondre à un script particulier. Il faut qu'in fine, la réponse à votre question, elle est très judicieuse, 100% de clients satisfaits, pour 100% de clients fidèles, parce que la logique de notre métier elle est toujours très simple. C'est un client fidèle, un client satisfait est un client fidèle. Un client fidèle est un client qui devient prescripteur de votre marque, un militant de votre marque et qui reste chez vous. Ouais, il y a deux questions qui se posent en complément. C'est, combien vaut, parce qu'on dit, ok, donner une durée moyenne pour tous appels confondus, c'est une illusion. Et en même temps, ça veut dire qu'on va très maltraiter chaque cas particulier.
puisque s'il fallait 20 secondes de plus pour arriver à satisfaire le client et qu'on est coupé avant, 20 secondes avant, ça veut dire que ces 20 secondes étaient les conditions déterminantes de sa satisfaction et qu'on ne l'aura pas. Donc on a économisé 20 secondes, on a perdu un client pour des années. C'est donc ridicule, évident, et pourtant on fait très souvent comme ça, vous avez raison. Mais il y a aussi la valeur de cette minute. La question que moi j'ai souvent posée, c'est de se dire, quand j'ai une force commerciale qui va prendre sa voiture, qui va se déplacer, qui va rencontrer des clients, on estime que le salaire mensuel normal, ordinaire, dans une profession est de X. Et si la personne exerce son métier derrière un téléphone uniquement depuis un centre d'appel, on va considérer que la valeur est Y et que cette valeur Y est notoirement inférieure à X. Et c'est là qu'est le sujet. Parce qu'en réalité, si un collaborateur commercial obtient des résultats comparables à un commercial qui va se déplacer, il va coûter moins cher parce qu'il ne va pas se déplacer, il va faire gagner autant, la marge sera la même, pourquoi n'aurait-il pas droit au même revenu? Or aujourd'hui, dans pratiquement tous les cas de figure, les revenus sont différents. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de moins-value automatique attachée aux collaborateurs qui travaillent dans un centre d'appel. C'est là que se situe le débat. Alors, c'est un grand débat intéressant. D'abord, il faut revenir au fondamental du centre de relation client. Quel est l'objectif principal d'un centre de relation client? De mon point de vue, l'objectif principal, c'est de fidéliser les clients. C'est de s'occuper de la réponse à ces questions et de la satisfaction. Qu'après, on soit rentré dans un débat, et je l'ai fait d'ailleurs, je pense que je vais répondre, de dire, c'est quoi un centre de relation client? C'est un centre de profit, c'est un centre de perte, c'est un centre de création de valeur client. Centre de perte, certains esprits chagrins pourraient considérer, comme vous le disiez justement, que le salaire divisé par le nombre d'appels fait qu'aujourd'hui c'est pas rentable. D'autres esprits pourraient considérer qu'il suffit de faire d'appels sortants pour faire des appels permettant de valoriser l'activité commerciale et ça devient un centre de profit. La vérité elle est au milieu de tout ça. C'est des centres de création de valeur client. C'est profiter de l'appel d'un client pour essayer de comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses demandes et de passer un peu du service client au conseil client. De passer de la notion de client dépanné dans lequel on l'appelle, on résout son problème, à la notion de diagnostic client. Moi, j'ai fait avec mes collaborateurs et mes partenaires sociaux sur nos centres de relations clients la pratique du rebond commercial. C'est-à-dire que dès lors qu'un client nous appelle et qu'il a Canal+, on lui propose Canal Saint. On fait ce qu'on appelle des ventes croisées. Un client qui a Canal Saint, on lui propose Canal+. Aujourd'hui, globalement parlant, on représente à peu près 10% des ventes. Alors, ma réponse à votre question, est-ce qu'ils sont plus ou moins payés que des commerciaux? Ce ne sont pas des commerciaux, ce sont des gens qui profitent d'un appel d'un client pour pratiquer le rebond commercial. Ce rebond commercial, il est rémunéré à la performance de chaque collaborateur avec un mécanisme un peu compliqué, évitant deux excès. Le premier excès, c'est la vente forcée, parce qu'on peut aller assez rapidement vers cet excès-là. Le deuxième excès, c'est de faire en sorte que nos conseillers clientèle qui sont là pour satisfaire le client, qui sont là pour fidéliser le client, qui sont là pour répondre au client, se transforment entre guillemets en syndrome de vendeur de cuisine mobile pas. Ce ne sont pas des gens qui m'intéressent, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que nous ayons tous la conviction que plus un client consomme vos produits, plus il est fidèle, parce que plus il en voit le bénéfice et l'intérêt. Donc c'est l'usage du produit qui crée la fidélisation. Et si on peut profiter de l'appel d'un client pour augmenter son usage, alors on est en plein dans la politique de fidélisation. Donc la réconciliation entre rebond commercial, donc vente de la part de mes conseillers clientèle, et fidélisation, c'est simplement le sens de l'intérêt du client, le diagnostic client, la volonté de le fidéliser et la volonté de faire en sorte qu'il devienne un militant de... Mais est-ce qu'on ne réglerait pas la question du label social, de la précarisation de l'emploi, des centres d'appel, centres de paupérisation, etc. Est-ce qu'on ne réglerait pas le problème en disant c'est un métier qui demande du talent, c'est un métier, être conseiller de clientèle en émission, en réception d'appels, etc. Ça demande une capacité d'écoute, une capacité à manipuler les outils informatiques tout en étant capable de parler, parfois en plusieurs langues, d'être capable de bien comprendre l'attente du client, sa frustration, sa déception, d'être capable de renverser une situation qui est mal engagée, de refaire d'un client mécontent un client satisfait qui va être un nouvel ambassadeur de la marque. Ça demande un sacré talent. Combien ça vaut? Aujourd'hui, combien les gens qui savent faire ça parfaitement, combien gagnent-ils? Si ces gens-là étaient payés, si on disait, voilà, vous ne travaillez pas dans un centre d'appel, on oublie ça, vous travaillez ailleurs, dans un bureau,
combien vous allez gagner si vous travaillez ailleurs que dans un centre d'appel pour faire le même métier, et combien vous allez gagner par le fait que vous travaillez dans un centre d'appel. Moi je crois qu'il y a un problème de fond, qui est que le centre d'appel aujourd'hui, terme générique, a été vu comme la réintroduction du taylorisme, et donc on a un système de rémunération qui est fondé sur une vision d'industrialisation d'un service. Or, je crois que quand la profession s'est orientée à la suite des États-Unis dans ce genre de direction, on a perdu l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens à la fois, vous êtes les ambassadeurs de la marque, vous la représentez, on compte sur vous, vous êtes le pilier de l'avenir de l'entreprise, et en même temps, je vous paye un peu mieux qu'un SMIC. Et c'est là qu'est le débat. Le jour où on dira aux gens, que vous soyez commercial sur le terrain ou commercial dans un centre d'appel, vous gagnerez pareil. Vous gagnerez exactement en fonction, si vous rapportez la même chose et qu'on sache le mesurer, vous gagnerez pareil. Et on règle le problème. Là, vous posez vraiment des questions importantes et de sens. Bon, moi, j'ai donné quelques pistes de réflexion et de travail. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il y a pas mal de gens qui travaillent avec moi et qui ont la volonté de réussir et d'aboutir. Quand même dire peut-être que le comité de labellisation, c'est la première fois dans ce comité qui donne un label social. Vous avez toutes les grandes organisations syndicales, vous avez les associations de consommateurs, vous avez des donneurs d'ordre, vous avez des outsourceurs, et vous avez la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, et demain un représentant des collectivités territoriales. Tous les acteurs de la chaîne économique de création de la valeur client sont présents, considérant qu'aujourd'hui, il est temps de nous organiser pour offrir aux gens qui travaillent dans cette filière les conditions de la pérennisation de leurs emplois, des conditions de la croyance qu'ils sont dans un beau métier et des conditions d'une juste rémunération. Alors, quelles sont les pistes? La première grande piste sur laquelle on travaille, et je dois dire avec succès, mais c'est qu'en France toujours un peu long, c'est la création d'un diplôme national de conseiller clientèle et de manager. Aujourd'hui en France, on est dans un système malheureusement mandarinal hérité qui fait que les conditions de distorsion d'entrée sur le marché des conseillers clientèle font qu'aujourd'hui il n'y a pas de diplôme. C'est l'expérience, on a déjà été, mais il n'y a pas la reconnaissance du fait que c'est un vrai beau métier. Aujourd'hui on peut arriver à la phrase de ces gars-là: ne dites pas à ma mère que je vais conseiller clientèle dans un centre d'appel, elle pense que je suis calice dans un bordel. C'est un peu ça l'idée, on ne dit pas qu'on est dans un centre de relations clients. Il y avait déjà eu un diplôme de conseiller clientèle quand même. Alors, il y a un diplôme, oui, mais qui n'est pas, absolument, mais qui n'est pas professionnel, qui n'est pas reconnu comme diplôme de l'éducation nationale. Ouais. C'est un diplôme de formation qualifiante, qui est reconnu par l'AFPA, par des organisations de formation professionnelle. Moi, je parle maintenant de diplôme Bac+2, IUT, reconnu par l'éducation nationale, et qui sanctionne après 2 ans d'études un diplôme permettant à quelqu'un de rentrer dans un centre d'appel. Ça a plusieurs vertus. La première vertu, c'est qu'on peut dire à ses parents: maman, j'ai un Bac+2, je vais travailler dans un centre d'appel. C'est déjà quelque chose qui est important. On valorise le métier. Et ce qui donne un sens à son métier donne aussi un sens à sa vie. La deuxième chose, à partir du moment où vous avez un diplôme Bac+2, vous avez une étude de marché qui va permettre de positionner la rémunération du diplôme dans le centre d'appel. Donc l'écart de prix qui fait que l'entreprise A peut payer au SMIC, l'entreprise B au SMIC plus 10%, c'est quelque chose qui va commencer à se normaliser par l'apparition de ce diplôme sur le marché. Le troisième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que voilà, l'avenir du conseiller clientèle, c'est d'être responsable d'équipe, l'avenir du responsable d'équipe, c'est d'être responsable de plateau, l'avenir du responsable de plateau, c'est le chef de centre, mais la pyramide est tellement étroite qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc il faut simplement convenir qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes un bon conseiller clientèle que vous êtes un bon manager. Vous pouvez être un excellent conseiller clientèle et un très mauvais manager. C'est pas parce qu'on est un bon footballeur qu'on est un bon entraîneur. Exactement. D'ailleurs, malheureusement, c'est pas parce qu'on a un bon entraîneur qu'on a des bons footballeurs ou dans le sens que vous voulez. Oui. L'histoire récente nous donne beaucoup de méditation là-dessus. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'à côté de ce Bac+2, il y a un Bac+3 manager qui est dans le code de réflexion d'un certain nombre d'autorités. Et ça, c'est important pour moi parce qu'il y a une différence entre cadrer des équipes et être conseiller clientèle. Les deux fonctions sont totalement respectables. Je connais bien les deux, je respecte totalement les deux. Mais la rationalisation du marché, le juste prix sur ce marché passera nécessairement par le soutien de l'État, de la reconnaissance que c'est un vrai beau métier. Et le label social contribue par sa notoriété à faire apparaître qu'aujourd'hui, nous sommes quand même, il faut le dire, un secteur qui a entre 280 000 et 300 000 emplois, un secteur qui intègre massivement des gens issus de la pluralité, de la diversité, un secteur qui peut intégrer les blessés de la vie, les handicapés. Depuis que je suis arrivé chez Canal, le nombre d'handicapés qui sont rentrés dans nos centres a
fortement augmenté. J'ai un responsable d'équipe qui est en mobilité réduite. Donc on est en train de démontrer que toutes ces personnes qui ne trouveraient pas du travail dans d'autres activités peuvent les trouver dans nos centres d'appel. À partir de là, il est important aussi que nous puissions générer une image positive de ce que nous sommes capables de faire, plutôt que de sombrer dans le sadomasochisme permanent, de dire c'est des gens qui ne payent pas, c'est des gens dont les taux de turnover sont importants, c'est des gens dont les politiques de fidélisation n'existent pas. Moi je crois qu'il existe un espace de liberté qui s'appelle le label social et qui reconnaît aux gens qui font des efforts la volonté de bien payer les gens, la volonté de les payer pour le travail qu'ils font, la volonté de leur reconnaître une professionnalisation accrue, la volonté de les fidéliser et la volonté de leur offrir un parcours d'accompagnement professionnel. Est-ce que les conditions sont réunies pour une augmentation significative du salaire moyen pratiqué dans les centres d'appel? Très sincèrement, je le pense, pour plusieurs raisons. La première raison, si on n'a jamais vu des arbres monter au ciel, on n'a jamais vu, je dirais non plus, des arbres descendre dans le lac. Je pense qu'on est arrivé à un niveau aujourd'hui dans lequel les marges des outsourceurs ne sont pas suffisantes pour créer les conditions économiques de leur survie. On peut donner un chiffre pour ça, par exemple? Enfin, 26 des 100 premiers outsourceurs qui sont en situation de dépôt de bilan virtuel. Alors ça c'est un chiffre, je ne sais pas, vous êtes plus expert que moi là-dessus. Moi je connais beaucoup d'outsourceurs, effectivement on assiste à un regroupement capitalistique du marché qui n'est pas forcément sain parce que ça crée des conditions de tension sur le marché. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui il y a 5 grands outsourceurs qui drainent le marché. Je pense qu'il faut que sur ce marché il existe encore des niches, il existe encore des possibilités de travailler avec des gens. Encore faut-il qu'ils fassent preuve d'originalité, qu'ils fassent preuve d'innovation et qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée à leurs clients. Alors vous allez me dire, la valeur ajoutée nécessite un juste prix pour permettre de pouvoir la faire, donc c'est vrai que c'est un cercle un peu compliqué. Mon sentiment aujourd'hui, pour avoir discuté avec les principaux donneurs d'ordre, c'est que nous sommes arrivés à des taux horaires sur le marché qui ne sont plus économiquement, humainement et socialement acceptables. On est bien d'accord. Donc le marché devrait normalement se réorienter vers la hausse. La deuxième raison, parce qu'elle me paraît tout aussi importante, c'est que dans une négociation, il y a deux parties. Il faut que la partie d'en face accepte de se discipliner, que les éléments indisciplinés de leur profession qui acceptent de répondre à des appels d'offres à des niveaux de prix qui ne soient pas acceptables soient au moins par principe exclus du syndicat des professionnels des centres de relations, des centres de contact client. Parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire quelque part que ce syndicat ou ce marché accepte les francs-tireurs. Moi, je suis prêt à jouer le jeu, mais dans un jeu, si vous voulez, il faut que dans les règles du jeu, il y ait au moins deux parties prenantes. Par exemple, du football, il faut au moins qu'on soit deux. Moi, j'avais fait une proposition il y a déjà 3 ans, et pour moi, il me semblait qu'il fallait inverser la démarche. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord créer les conditions économiques d'un marché sain, et après, d'en définir les règles du jeu, une fois que les acteurs auraient eu les moyens de mettre en place les contraintes d'un label social réel. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un vœu pieux. On reconnaît d'un côté que les marges ne sont pas là, et d'autre part, on va attendre des acteurs qu'ils s'engagent à accroître leur engagement et leurs contraintes, et donc à réduire encore les marges qui n'existent plus. Moi, j'avais pensé une chose qui me semblait aller dans le bon sens, c'est à l'instar d'un certain nombre de professions, établir, peut-être de manière bilatérale, une grille des tarifs minimums par type de prestation, un tarif horaire minimum par exemple, qui disait, voilà, pour faire une opération d'émission d'appel, dans un domaine grand public, dans des horaires comme ci, comme ça, on aurait défini une grille avec des tarifs, des barèmes minimum. Après ça, le libre jeu du marché aurait joué. Il y aurait des gens qui auraient travaillé au-dessus en justifiant leur qualité, il y aurait des gens qui auraient travaillé en dessous en acceptant d'être reconnus comme travaillant en situation de dumping, et au moins les choses auraient été claires. Et moi, je fais le pari que mettre en place ce genre de barème, c'est très rapide à faire, ça aurait pris moins longtemps que tout ce qu'on a essayé de faire depuis une dizaine d'années, et deuxièmement, on saurait où en sont les choses. Et je pense que, d'une part, du côté des outsourceurs qui travailleraient en dessous de ces barèmes, ils auraient un dialogue social compliqué avec leurs collaborateurs, parce qu'ils doivent expliquer pourquoi ils leur refuseraient les augmentations, alors qu'ils ne pratiquent pas les justes prix qui leur permettraient d'obtenir les bonnes marges. Et d'autre part, du côté des acheteurs, il y aurait aussi parfois à justifier du fait qu'on achète en dessous du prix. Et je pense que ce barème, c'est une des clés de l'avenir en matière de centres d'appel en France. C'est au moins que les gens se disent combien ça vaut réellement.
Parce qu'on n'est pas vraiment d'accord là-dessus. Et pourtant, c'est une démarche qui n'est pas très complexe et qui pourrait être mise en place assez rapidement. Alors moi, j'apprécie votre enthousiasme et votre volonté de faire bouger pour laisser le marché. J'ai plusieurs réflexions. La première réflexion, il faut paralléliser les démarches. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est bonne, parce que s'il y en a une qui était bonne, elle se serait imposée à tout le monde. Je pense que c'est la somme de tous les efforts qui fera ça. La deuxième réflexion, c'est aujourd'hui organiser sur le marché des barèmes, c'est dicter quelque part à des entreprises leur politique commerciale. Je suis un peu libéral sur le marché, autant j'entends que c'est intelligent, autant j'entends que c'est ce qu'il faut faire, autant j'entends que ce sera très compliqué à faire, parce que aujourd'hui on est sorti quand même d'une économie réglementée, on est sorti d'une économie normalisée, et il faut laisser quand même à chaque donneur d'ordre la responsabilité de sa politique commerciale, quelque part aussi de l'image de marque sociale qu'il veut donner sur le marché, et enfin de la charte d'éthique professionnelle qu'il souhaite se faire prévaloir. Moi je pense que votre approche néanmoins est séduisante dans la mesure où, à défaut de rentrer dans des prix minimums, qui me paraît toujours être le cercle de la vertu par le bas, il faut... Ce serait pour moi un indicateur. Il n'y aurait pas de contrainte. Ce ne serait pas une loi qui viendrait sanctionner quelqu'un qui ne le ferait pas. Ce serait un indicateur. Moi, les gens diraient ça vaut tant. Alors moi je pense, cher ami, qu'il est plus vertueux de revenir à l'idée qu'on développait tout à l'heure, à savoir ce diplôme qui permet d'avoir un salaire minimum d'entrée sur le marché. Lequel salaire minimum, puisqu'on est quand même dans une activité dans laquelle entre 80 et 90% je dirais, du prix est constitué par les salaires, de facto revient à créer... De moins en moins quand même. Ça a été 80%, on est plutôt à 65, 66. Malheureusement, mais il y a une réalité, voilà, des gens qu'il faut payer à la fin de chaque mois, donc des conditions de règlement du marché, etc. Donc on reste quand même dans une activité à très fort poids de la masse salariale, et en ayant un salaire minimum d'entrée par le biais d'une formation qualifiante, reconnue, ça crée de façon, je pense, plus juste et plus vertueuse les conditions des prix minimums. Parce que, après, toute personne qui vend à perte est punie par la loi cette fois, toute personne qui économiquement n'arrive pas à couvrir ses charges, ce sont vraiment des stratégies de court terme et à un moment ou à un autre, ils vont disparaître. Donc moi, je vois plus les choses comme ça. Cela étant dit, j'ai bientôt un comité avec l'ensemble des partenaires sociaux, on soumettra l'idée, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Moi je suis ouvert à tout. Je vous disais tout à l'heure que l'innovation était une des vertus cardinales de ma direction. Je pense que tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui valorise, tout ce qui professionnalise, tout ce qui pérennise le métier, le marché des emplois est bon à prendre. Moi je suis relativement optimiste. Je suis relativement optimiste parce que je vois de plus en plus de donneurs d'ordre prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont sur le marché. Je vois de plus en plus de clients s'interroger sur la pertinence de la relation client. Je vois de plus en plus de baromètres de satisfaction mettre en avant dans les motifs de rétention la dégradation de la relation client. Je vois de plus en plus de clients s'interroger pour savoir si les centres de relations clients sont dans des espaces plutôt socialement ou économiquement responsables. Je vois de plus en plus de clients nous poser des questions sur le rôle et la place du citoyen dans la cité. Je vois de plus en plus de clients nous demander comment est-ce qu'on peut contribuer au développement durable dans nos activités. J'entends de plus en plus de clients nous dire qu'aujourd'hui, il n'est pas normal de favoriser des emplois à conditions économiques ailleurs qu'en France. J'entends de plus en plus de clients nous dire qu'ils souhaiteraient quand même que l'image de marque de l'entreprise passe déjà par sa capacité à pouvoir démontrer qu'à l'intérieur d'elle-même, elle est capable de véhiculer les valeurs qu'elle souhaite exporter. Il y a d'autant de sujets, vous avez raison. Est-ce que on peut se poser aussi la question de ce label social dans cette profession et pas ailleurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les centres d'appel devraient, par exemple, une question fondamentale qui a été posée il y a pas mal d'années déjà, est-ce que le taylorisme dans les centres d'appel est inévitable? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, après tout, supprimons la notion de temps moyen d'appel, même par catégorie d'appel, et laissons les choses se faire comme chaque conseiller sera à même de le juger. On ne va pas normer les temps de passage d'une écriture comptable. Pourquoi devrait-on normer
le temps d'un dialogue téléphonique? Alors, on va avoir deux questions. La première, je suis très fier qu'il y ait un label social qui existe. Je suis très fier qu'il existe déjà dans notre marché, dans notre profession. J'encourage l'ensemble des autres professions à créer en fonction de leur spécificité, de leurs conditions de travail et de leurs besoins et de leur environnement d'autres labels sociaux. Pourquoi il a été créé? Il a été créé par Jean-Louis Borloo, qui avait pris conscience assez rapidement qu'il y avait une évasion des appels vers l'outre-mer, qu'il y avait une érosion des prix et qu'aujourd'hui il était temps de marquer le pas, de valoriser ces appels, et comme c'était une situation un peu criante, et que par ailleurs c'est un secteur d'activité qui était quand même très créateur d'emplois. Donc c'est là que ça s'est fait. J'observe que Mme Parisot est très attentive à ce qui se passe dans notre univers, et aujourd'hui je ne suis pas du tout... je suis fondé même à penser qu'il y aura d'autres labels sociaux avec la spécificité qui vont émerger ailleurs, dans la mesure où c'est les conditions de la différenciation du marché, c'est les conditions de la différenciation de la concurrence. Et le fait d'avoir un label social, c'est aussi pour les partenaires, les outsourceurs, une barrière à la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, les groupes comme Canal, forcément, étant aujourd'hui labellisés, ne vont travailler qu'avec des entreprises qui sont labellisées ou qui s'engagent à être labellisées, dans la mesure où j'ai fait une charte d'éthique professionnelle avec mes directions des achats. J'entends quand même que cette charte descende au niveau de mes propres prestataires. Sur la normalisation des appels, je crois que la réponse est une réponse en termes de métier, plus qu'en termes d'ouverture sur l'ensemble des pôles. Aujourd'hui, la complexité du marché, la complexité des offres des groupes, la complexité, on va prendre Canal, ces plateformes de diffusion, fait qu'il est très compliqué à un conseiller clientèle d'avoir une réponse multiple. Donc nous avons organisé, nous, en gros, 80% du front, tous les gens seraient en jean, et puis des unités un peu Dior, Chanel, Kenzo, vraiment du prêt-à-porter par rapport du prêt-à-porter au front et du sur-mesure sur des unités techniques. Donc aujourd'hui nous testons des pilotes d'unités dédiées en rétention, en client année 1, en fil, je dirais, technique, de façon à faire en sorte que les conseillers clientèle aient, on a des professionnels, once and done, la bonne réponse du client à la première fois, en ayant des formations spécifiques, en ayant des marges de manœuvre pour répondre aux clients et en ayant surtout des temps additionnels leur permettant de ne plus être contraints sur un chronomètre de conviction par seconde. Alors, c'est une réponse intermédiaire par rapport à votre question, mais elle est très importante. Ce qu'il est possible de faire sur 20% de sa base de clientèle n'est pas forcément possible sur 100% de sa base, parce que vous avez des réponses à des clients qui nécessitent forcément une standardisation. Je prends deux exemples. Bonjour, voilà, je viens de changer de domicile, voilà mes nouvelles coordonnées. À cette question très simple, il n'est pas forcément obligé d'avoir un temps qui ne soit pas normé. Deuxième question, j'ai changé de coordonnées bancaires, voilà mes nouvelles coordonnées. À cette réponse à cette question, je pense qu'une standardisation du temps n'est pas forcément stupide et inutile. En revanche, un client qui vous dit... Excusez-moi, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des temps pour parler, il y a des réponses pour le faire, enfin, sauf si vous habitez... Non, mais imaginons qu'il n'y ait pas de temps standard pour ça. Que se passerait-il? Est-ce que le conseiller passerait beaucoup de temps à parler de la nouvelle adresse de la personne ou partirait d'autre chose? Ou est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que d'imposer des temps pour faire en sorte que le conseiller soit impliqué dans la meilleure allocation de ressources possible? Alors, vous avez raison si le client souhaite être impliqué dans ce processus. Mais vous avez des clients qui appellent juste en disant, voilà, bon, je vous informe que je change de coordonnées. Quand on essaie d'élargir le discours en disant des adresses internet, etc., les écoutes clients que je fais font que les gens disent, non, attends, moi j'ai besoin de ça, etc. Non, parce que ma question c'était de dire, est-ce que si je dis pas par exemple une prise d'adresse, une modification d'adresse, c'est 1 minute 40. Je dis n'importe quoi. C'est beaucoup. Hein, mettons 1 minute. Alors, mettons 1 minute pour un changement d'adresse, voilà. Et que si je dis pas que c'est 1 minute, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon conseiller, soucieux de bien faire, responsabilisé, est-ce qu'il ne va pas mettre 50 secondes ou est-ce qu'il va mettre 1h30 ou 1 minute et demie? Est-ce qu'on est obligé de normer? Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans ce process de taylorisation pour obtenir une bonne prestation? Il y a deux réponses. La première réponse, faut faire confiance à ses collaborateurs. Moi, je suis dans cette démarche-là. Je vous disais, avant de fidéliser ses clients, il faut fidéliser ses collaborateurs. Non, la vraie question que vous avez derrière, c'est la planification des appels. Quand vous savez, parce que nous avons des modèles mathématiques extrêmement sophistiqués, que vous devez prévoir un certain nombre de conseillers clientèle en fonction des appels, nous avons aujourd'hui, nous, une maîtrise parfaite, presque parfaite,
du nombre d'appels que nous allons recevoir. Ces nombres d'appels, il faut les traduire en termes de conseiller clientèle pour avoir une qualité de service acceptable. Bien sûr. Donc, quand vous voulez planifier des gens en respectant leur vie privée, en respectant heureusement la législation du travail sur le fait qu'on ne modifie pas les plannings des conseillers clientèle dans un délai de prévenance minimum de 7 jours, vous êtes dès lors obligé d'avoir un système quantitativiste de prévision de ces positions pour in fine satisfaire les clients. Si vous laissez la possibilité à tous les collaborateurs de gérer ou d'autogérer leur temps, vous faussez vos statistiques de prévision d'appel et vous pouvez vous retrouver dans un cas de figure avec 100 appels mais des délais qui sont plus longs, qui fait que, in fine, vous aurez 10% de vos clients qui n'auront pas été servis parce que vous n'êtes pas rentré dans un modèle à peu près précis et cerné de prévision d'appel. Voilà. C'est plus ça. Alors après, est-ce qu'on a suffisamment de conseillers clientèle en réserve pour pouvoir gérer ça? Bon, ça, chacun d'apporter sa propre réponse. Mais derrière, la question fondamentale, elle est bien là. Oui, mais... elle est bien là parce que on pourrait se dire, si le confort du conseiller, c'est pas forcément, est-ce que c'est générateur de temps plus long ou pas? Est-ce que peut-être ça mériterait d'être vérifié? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de dire que j'ai moi-même une observation et des modèles statistiques sophistiqués pour faire ma planification En amont. D'accord? Qu'après, ça soit quelque chose qui vienne un peu s'imposer, qu'un contrôle de temps, cas par cas, appel après appel, rendant le quotidien du conseiller clientèle extrêmement productiviste et tayloriste. C'est là peut-être qu'on a été allé trop loin dans cette profession. Oui, alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est le perçu par le conseiller. Tout à fait. Alors après ces débats professionnels, moi je pense qu'il y a des indicateurs de vérité. Les indicateurs de vérité, ils sont dans notre métier très simple. Le taux de turnover et le taux d'absentéisme. Alors je vais citer mon cas. Vous me direz, je suis l'homme qui sur le marché est le plus heureux des hommes, enfin des patrons de relations clients. J'ai les taux de turnover les plus bas de la profession et les taux d'absentéisme les plus bas. Donc j'aime à penser que mes conseillers clientèle sont satisfaits des conditions de travail, et j'ose à penser aussi que les conditions d'évolution sont suffisamment attractives pour qu'ils restent fidèles à Canal+. Donc la réponse, elle est multiple. Elle est dans la rémunération, et effectivement nous avons des rémunérations hors marché, parce que je considère que c'est un vrai beau métier. Nous avons aussi des conditions d'évolution aujourd'hui mises en place dans la mobilité par ma direction qualité, ma direction communication extrêmement importante. De gens qui changent, qui passent en commercial. Il y a donc des passerelles avec l'ensemble. Ce qui n'est pas souvent le cas non plus. Alors, vous avez raison, mais moi ce cloisonnement aussi, vous avez raison, moi j'ai la chance d'avoir des centres intégrés, donc ayant des centres intégrés, ce sont des collaborateurs CDI qui appartiennent au groupe Canal+, et qui peuvent bénéficier de la mobilité du groupe. Alors, je défends ça. Donc on dit bon salaire, bonnes conditions de travail, image de marque de l'entreprise importante, valeur de l'entreprise connue et valorisante également. Plan de développement du conseiller clientèle dans l'entreprise. Contrat à durée indéterminée, salaire, motivation. Mais je pense. Donc une fois qu'on a mis tout ça, c'est vrai qu'on est un peu hors de la problématique du secteur qui est de dire productivisme, etc., etc. Et je pense que si tous les centres d'appel fonctionnaient sur ce modèle, il n'y aurait pas de débat. C'est pour ça que je pense, que la situation est désespérée. Deux, je pense qu'il y a des gens qui essaient de montrer l'exemple, peut-être imparfaitement, mais en tous les cas on le fait. Trois, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience du fait qu'on est arrivé à des niveaux économiques, sociaux, humains, dans lesquels nous ne pouvons plus descendre. Et j'engage mes confrères donneurs d'ordre à cette prise de responsabilité individuelle et collective. Alors, comment est-ce que vous avez, vous, démontré à votre entreprise que ce modèle était vertueux? Parce que tout le débat est là. Si souvent ça ne se passe pas comme ça, c'est parce qu'il manque la capacité à convaincre et à démontrer. Je vais être un peu brutal pour les autres, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est factuel dans mon groupe. La première chose, quand vous avez les centres internes ou intégrés, c'est aussi la question que vous posez est la suivante. Quelle est la place du client dans votre organisation? Enfin, déjà, c'est le premier point. Au-delà du discours. Au-delà du discours. Quelles sont les activités dont vous considérez que l'expertise ne se délègue pas? Nous avons considéré, le président Bertrand Delanoë l'a réaffirmé récemment, que le métier de la relation client dans Canal+ est une expertise qu'on ne délègue pas. Ça, c'est un premier point qui est important. Donc, c'est un des grands métiers de chez Canal, au même titre que l'édition. Maintenant, regardons les choses. Qu'est-ce qui ne se délègue pas dans cette expertise? Il y a des choses qui peuvent se déléguer. La prise de coordonnées bancaires peut se déléguer. La prise de changement d'adresse peut se déléguer.
la réponse à des tarifs peut se déléguer. Qu'est-ce qui ne se délègue pas dans le métier client, de la relation client de Canal+? D'abord, la connaissance de nos offres. Ensuite, le rebond commercial. Si vous voulez vendre des produits Canal ou plus de produits Canal à un client, il faut aimer le produit, il faut connaître le produit, il faut baigner dans le produit, il faut être abonné au produit, il faut pouvoir répondre aux questions de vos clients. Enfin, les politiques de rétention. Pour dire à un client qu'il ne doit pas quitter la marque Canal+, il faut avoir un pouvoir de conviction chevillé au corps, mais au-delà de ça, il faut avoir une véritable appartenance à son groupe. On ne vend jamais aussi bien que quelque chose que l'on connaît bien. On ne vend jamais aussi bien que quelque chose que l'on possède en soi. On ne vend jamais aussi bien que quelque chose auquel on adhère aux valeurs de ce groupe-là. Et moi, voilà, j'ai la chance, et je défends cette position, et je suis soutenu par la présidence de la direction générale, de dire aujourd'hui, le métier de la relation client de Canal+, c'est un vrai beau métier, c'est une expertise qui ne se délègue pas, c'est la traduction du fait que le client est bien au cœur de la relation Canal+, mais au-delà de tout ça, il y a des fondamentaux qui sont que la qualité du traitement des réclamations est un des facteurs clés de la fidélisation. Si vous voulez savoir pourquoi vos clients ne sont pas d'accord, ne sont pas contents avec vous, alors faites de l'écoute client et ne déléguez pas cette expertise. C'est pas très drôle de se faire engueuler par ses clients, mais c'est tellement enrichissant comme source de dysfonctionnement. Il n'y a pas grand-chose qui vous empêcherait, si vous l'externalisiez, de faire de l'écoute. Non, il n'y a pas grand-chose. Vous pourriez avoir les mêmes statistiques, que ce soit traité à 1 kilomètre ou à côté de chez vous. Ça, au niveau technique, vous avez raison. Mais l'intérêt que vous pourriez y montrer, ça pourrait être le même. Oui, alors je vous disais tout à l'heure que je faisais partie des gens qui pensent que la relation client, c'est une histoire humaine avant d'être une technologie. Donc technologiquement, vous avez raison. Humainement parlant, je ne crois pas que vous ayez raison, parce que quand je regarde aujourd'hui le nombre de clients retenus sur mes sites, il n'y a que mes sites internes qui font ça, c'est prodigieux. Quand je regarde aujourd'hui le nombre de ventes qui sont réalisées sur mes sites, aujourd'hui c'est 10% du montant des ventes qui sont réalisées sur les sites. C'est prodigieux. Quand je regarde aujourd'hui le taux d'absentisme de mes sites, c'est extraordinaire. Quand je regarde on a à peu près les mêmes, pour ne pas vous décevoir. Non, non mais j'imagine que nous ne sommes pas, heureusement, les seuls sur le marché. Je suis assez fier d'être arrivé là. Sur le taux de turnover, je suis extrêmement fier. Je pense même que mes collaborateurs, notamment Sonrel, auraient tendance à plus bouger. Mais bon, c'est dans le tempérament chromosomique, génétique et géographique des Rennais de ne pas bouger. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la réponse à votre question, il y a dans l'entreprise, on se pose la question de savoir c'est quoi le cœur business de l'entreprise. À partir du moment où on dit le cœur business de l'entreprise, c'est le client, à partir de ce moment-là, on dit que la relation client est importante et on regarde les expertises qui ne se délèguent pas. Nous avons décidé, enfin le président a décidé, le directeur général de Canal, Guy Lafarge, pense que la relation client est une expertise qui ne se délègue pas. Non, mais c'est une vision qui est pour moi, elle est, on peut la discuter. Moi, j'ai tendance à dire, ce qui ne se délègue pas, l'externalisation, le cœur du business, c'est ce qu'on fait mieux et à meilleur prix que n'importe qui d'autre. À partir du moment où quelqu'un, un sous-traitant ou un partenaire, appelons-le comme on veut, fait aussi bien et à un prix meilleur, aussi bien, ça ne veut pas dire que uniquement le résultat final, c'est des conditions dans lesquelles il est fait. Il ne s'agit pas non plus de rentrer dans la grande braderie à laquelle on assiste souvent. À partir de là, ça veut dire que peut-être on peut externaliser, quel que soit le domaine. Alors après, il y a la notion de risque et la notion de durée. Par exemple, est-ce qu'on peut externaliser sa recherche-développement? Probablement, il y a des gens qui sont très capables de faire une recherche très avancée, très performante, peut-être plus mutualisée, donc plus économique que l'entreprise elle-même. Elle remettrait son avenir en jeu si elle externalisait peut-être cette mission recherche. Pour la relation client, là encore, si le consommateur est bien servi, qu'on a les bonnes réponses, qu'on valorise bien l'image, après ça, la question c'est est-ce que externaliser cette mission-là est possible ou pas dans les conditions d'avantage de performance. Vous avez démontré que vous avez une excellente performance. La question c'est, est-ce que dans votre cas, il existait une alternative ou non? Est-ce que dans d'autres secteurs, il existe ou non des alternatives? Et vous avez raison aussi de dire que la relation client, c'est une mission très polymorphe. Il y a des choses qu'on doit conserver qui sont très proches du cœur de métier, de ce qui fait la différence stratégique, et puis concurrentielle. Et puis après, il y a aussi ce qui est performant, efficace, et peut-être aussi mieux fait. Bon, alors, vous avez raison, je voulais juste apporter deux précisions. La première précision est la suivante.
On ne peut pas isoler le métier de la relation client de l'environnement dans lequel se situe l'entreprise. C'est le premier point, je vais vous en parler. Et le deuxième point, on ne peut pas envisager aussi d'isoler la relation client du contexte économique dans lequel se situe l'entreprise. Je vais prendre donc le cas de Canal+. Nous sommes le seul service client totalement dédié à la télévision. Ça nous crée une exigence vis-à-vis de nos clients et ça nous crée aussi un devoir d'excellence. Une exigence, pourquoi? C'est l'exigence de notre client. Dans un monde aujourd'hui où tous les clients peuvent regarder une télévision gratuite, on leur dit, nous, qu'il y a une télévision payante, à 30 € le produit, qui est différente, avec un ton qui transgresse les règles, avec une authenticité, avec une vérité et avec une véritable différenciation. Et que cette différenciation, on leur offre aussi un service de relation client qui leur prouve qu'il est différent. Donc premier point important, le marché. Nous sommes quand même sur un marché un peu particulier. Aujourd'hui, vous pouvez regarder des images gratuites et nous disons aux gens, si vous voulez regarder des images de qualité, différentes, alors regardez Canal+. C'est un peu compliqué comme discours. Donc il faut qu'il s'appuie sur du concret, sur du réel et sur du différent. La deuxième chose qui est aujourd'hui, je dirais, relativement importante, c'est le fait que nous avons la chance d'avoir des clients qui restent assez longtemps dans notre portefeuille. Aujourd'hui, vous entendrez souvent parler des débats entre, je dirais, l'abonné et le client. Je pense, moi, je suis un des tenants du client, parce que c'est quoi la différence entre l'abonné et le client? L'abonné, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, c'est quelqu'un qui est content, c'est quelqu'un qui ne churne pas. Le client, c'est quelqu'un qui a le choix, c'est quelqu'un qui churne. Quand on regarde aujourd'hui les taux de churn sur les différentes plateformes, force est de constater que nous avons des clients et moins d'abonnés. Plus de clients, moins d'abonnés. Donc il faut leur démontrer qu'en tant que clients, ils ont un service client qui correspond en permanence à leurs attentes et qui leur rend la première fois le bon service en leur apportant le maximum de satisfaction. Ça, je pense quand même que par rapport au débat interne et externe, il y a des compétences qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et je vais prendre juste deux exemples, puisque vous êtes un professionnel. Le taux de formation d'un conseiller clientèle sur le marché, c'est 3 mois. Nous considérons, nous, qu'un conseiller clientèle de Canal+, pour répondre correctement à la demande d'un client, c'est 12 mois. 12 mois. 12 mois. Parce que nos offres, parce que notre marché, parce que le ton du canal, parce que la question de savoir quelle était la marque de la chemise de Denisot au Grand Journal est une question relativement singulière, et qui fait qu'aujourd'hui, il faut forcément appartenir à l'entreprise pour pas forcément, je dirais, répondre tout de suite à cette question, mais comprendre que la question de ce client elle a du sens dans le cadre du client canal, qui n'est pas n'importe quel client. C'est un client qui a choisi de payer 30 €. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dans la plupart des métiers, du plus simple au plus compliqué, 1 an de courbe d'expérience pour arriver à une bonne maîtrise, c'est assez commun? Je suis d'accord avec vous, sauf qu'aujourd'hui, le marché vous dit 3 mois. Moi, je vous voilà. dis, chez moi 1 an. Donc, Et moi, je vous dis pour tous mes clients, moi quand je débat avec eux, je leur dis, il n'y a aucune chance pour que j'apprenne à faire mon métier aussi bien que vous, dans un délai record comme celui-là, et que tous mes collaborateurs que je vais recruter dans les conditions que vous allez m'imposer économiquement, tout d'un coup, ils auront la science infuse et ils vont y arriver. Nous, on constate que même au bout de 3 ans, nos collaborateurs continuent à progresser. Et je pense qu'un maçon, il est d'abord apprenti, et je pense qu'au bout de 10 ans de carrière, il continue à mieux faire son métier. Moi, je suis d'accord avec vous, mais on doit être les deux seuls. Je ne dis pas dinosaures, parce que c'est des animaux en voie de disparition, mais les deux seuls phénix en voie de renaissance sur le marché. Parce que j'observe quand même que pourquoi on dit 1 an, il faut quand même savoir qu'un marché sur un taux de turnover à 30% fait que vous avez renouvelé les effectifs de votre centre en 3 ans. Voilà. Donc l'investissement d'1 an, c'est pas rentable. Moi, je considère aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir des collaborateurs qui sont là depuis 10 ans, 12 ans, qui tous les jours répondent à 20 000 appels de clients, qui sont en vote de confiance ou de défiance pour la marque Canal+. Donc moi je considère que c'est un vrai métier, ça nécessite de la formation. Je considère aujourd'hui que c'est un beau métier, et je considère aujourd'hui qu'une durée moyenne d'apprentissage d'1 an me paraît absolument pas déraisonnable. Oui, tout à fait d'accord. Moi, là-dessus, il n'y a aucun débat là-dessus. D'où une autre composante de l'évolution nécessaire des relations entre les donneurs d'ordre et les prestataires sur ce métier, c'est de cesser de pratiquer avec des contrats d'1 an. Parce qu'on ne peut pas demander à un prestataire d'avoir fait le tour de la question en 1 an. S'il doit 3 mois avant la fin ou 6 mois avant la fin, il doit commencer à songer au remplacement de son client. Pas de problème. Sauf cas exceptionnel, tenant aujourd'hui des commissions internes chez Canal+, qui sont par exemple le changement de notre outil de CRM, les contrats de partenariat entre Canal+ et ses prestataires sont de 3 ans. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Nous, on a des contrats qui font 5 ans. On a signé un contrat de 7 ans. Et je pense que j'ai des partenaires américains
qui ont monté les joint ventures, ce qui fait que la prestation, elle est aussi longtemps que durant la joint venture. Ça donne des conditions de travailler dans la durée. Vous avez raison. Alors pour conclure un partenariat, et pour que ce partenariat soit assis dans la confiance, il faut de la visibilité, donc il faut offrir au management la capacité de se projeter à 3 ans, et il faut pour les collaborateurs de la durée, de façon à leur dire qu'ils sont là pendant 3 ans. Après, au-delà de 3 ans, bon, moi je considère qu'aujourd'hui, remettre un contrat sur le marché, c'est une bonne façon à chacun de s'interroger pour savoir si les pratiques qu'on a sont en termes de benchmark les plus vertueuses ou pas les plus vertueuses. J'observe que, en général, sauf forte déception, nous renouvelons les contrats avec nos prestataires. Bon, aujourd'hui, nous avons fait un schéma directeur de prestataires. J'ai des grands spécialistes du marché qui s'occupent de ça. La relation est une relation de confiance, la relation est une relation de durée, la relation est une relation de partenariat, mais comme tous les vieux couples, il y a un moment où on arrive à la phrase « je t'aime moi non plus ». C'est intéressant de savoir si on se remarie, mais si on reprononce des vœux ensemble, il faut savoir sur quel. Je suis assez d'accord avec vous, parce que j'observe simplement que la durée de 3 ans, elle est assez calée sur les durées moyennes d'amortissement comptable des équipements techniques. Ça, c'est une vision que vous avez. À la mienne, nous avons dans toutes les grandes entreprises un plan financier à 3 ans. Oui. Au-delà de 3 ans, on dit qu'on ne sait plus prévoir. Donc moi, je ne suis pas dans la comptabilité, je suis dans la projection, dans la vision. Mais je pense que le monde va vite. Voilà. Je pense que c'était un univers qui a été assez marqué par l'émergence des technologies. Pendant longtemps, on a beaucoup parlé de PABX, de prédictif, de TOCOM, etc., etc. Et donc du coup, le modèle industriel, tayloriste, etc., tout ça, ça a fait qu'on a adopté un peu les standards de l'industrie. Et comme vous avez fait remarquer que c'est un métier, au contraire, principalement dépendant des ressources humaines, on devrait se poser la question de savoir, dans les conditions de fidélité, moi j'observe que vos collaborateurs, ils ont l'avenir devant eux. Et que peut-être au bout de 3 ans aussi, ils ont l'avenir que l'entreprise. Voilà. Mais ça veut dire que probablement, une des bonnes conditions d'externalisation, c'est un peu plus de durée pour que les collaborateurs attachés à un dossier, d'abord ne soient pas forcément attachés à plusieurs dossiers. Je milite pour que mes collaborateurs travaillent sur un dossier et qu'ils puissent s'y investir et se l'approprier. Et deuxièmement, qu'ils aient la durée devant eux. Qu'au même titre qu'un collaborateur d'une entreprise ordinaire, il puisse acheter une maison, prévoir un plan de remboursement et avoir un contrat à durée indéterminée. Toute chose qui est très compliquée quand on a un avenir borné à 2 ans ou à 1 an ou à 3 ans, etc. Et je pense que ça, c'est une des conditions de fidélisation d'un collaborateur. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le label social, dans les conditions, je dirais, d'examen des différents points, s'occupe de la politique d'intégration, s'occupe de la GPEC, s'occupe de la fidélisation, voilà, d'un certain nombre de choses. Donc nous avons, nous, Canal+, eu peu de difficultés à fidéliser sur nos centres. J'imagine. Voilà. Bon, après, je ne veux surtout pas apparaître comme celui qui donne des leçons aux autres. Voilà, chacun a son histoire, chacun sa culture. Chacun a sa marque et chacun doit la vivre en harmonie avec ses valeurs. Voilà, je me sens extrêmement bien chez Canal+, je me sens extrêmement bien comme patron de la relation client au Canal et je suis assez honoré d'être présent du label social parce que réussir à mettre autour de la table dans des problématiques très compliquées, très judicieuses, telles que celles qu'on a évoquées, garder la CFDT, garder le représentant du patronat, garder la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, garder des donneurs d'ordre, organiser un affrontement pacifique des logiques rivales, pour se dire qu'à un moment, ce qui compte, c'est le métier, c'est la logique du métier qui réunit les gens, plus que la logique de la concurrence, c'est déjà très vertueux. Ensuite, arriver à faire prendre des décisions à un comité de labellisation, chacun avec sa sensibilité, donne ou ne donne pas une entreprise en label social, sans qu'à aucun moment des organisations syndicales ou des organisations patronales quittent la table au motif que la décision qui est prise est une décision qui ne leur convient pas, c'est bien. Organiser autour d'une même table des gens qui se posent la question de savoir quelles sont les conditions pour créer plus d'emplois, des emplois durables, des emplois pérennes, récupérer des gens issus de la diversité, récupérer des handicapés de la vie, et que quand on regarde aujourd'hui les résultats auxquels on est arrivé, certes, ils sont insuffisants, mais moi, ils me paraissent participer de l'idée que nous ne sommes pas
les héritiers de nos parents, mais les locataires de nos enfants. Donc peut-être que ce sont nos enfants qui bénéficieront des suites de notre conversation. En tous les cas, voilà, je le fais avec la conviction que les choses changent, pas forcément avec la vitesse que les uns le souhaitent, mais il y a une chose qui est sûre. Moi, je veux entraîner tous les acteurs du marché avec moi, que je suis prêt pour ça à des concessions, bien sûr, mais que je ne suis jamais prêt à renier mes convictions. Monsieur Chamouton, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir d'échanger, de débattre avec vous. Merci, Voilà. à bientôt.